De l'immobilier est très intéressant parce qu'on aime bien les gros chiffres à The Family. Et alors, d'un point de vue investisseur, alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous savez, les investisseurs, c'est un peu comme les consultants. Ils ont besoin de très très gros chiffres pour se sentir motivés. Mais nous, quand on regarde l'industrie immobilière, on voit une industrie à 2,2 trillions. Alors évidemment, 2,2 trillions, ça comprend tout, ça comprend les services immobiliers, ça comprend les transactions, ça comprend enfin les commissions sur les transactions. Ça comprend tout ce qui fait aujourd'hui la chaîne de valeur de l'immobilier. Et la chaîne de valeur de l'immobilier n'a de simple que le nom. Évidemment, c'est un secteur où le nombre d'acteurs et le nombre de possibilités business sont très importants. Donc le but du jeu, c'est de faire un panorama un peu caricatural et un peu rapide ce soir. C'est assumé, mais malgré tout, quel que soit l'angle par lequel on le prend, personne ne doute du fait que le marché immobilier soit un marché plein d'opportunités et avec beaucoup de valeur. Alors, c'est un marché qui a un certain nombre de caractéristiques. Le premier, c'est que c'est par définition un marché de rentiers. Être dans l'immobilier, c'est créer des rentes. Et ces rentes sont plus ou moins attaquables. Mais les rentes ont cette caractéristique incroyable, c'est qu'elles créent une sorte d'attrait immédiat pour un barbare. C'est vraiment une règle dans l'économie numérique. Si vous voyez dans n'importe quel secteur le mot rente, plus ou moins métaphoriquement et plus ou moins réellement, tout de suite en face, vous pouvez mettre opportunité de disruption. C'est mécanique, c'est vrai dans tous les domaines. Et donc, c'est vrai aussi dans l'immobilier parce que la rente, c'est la forme de revenu récurrent la plus facile à attaquer parce que c'est celle qui a le plus de mal à établir une valeur perçue élevée. C'est pas pour rien que le mot rente a un attrait péjoratif. Depuis le XVIIe, c'est plus quelque chose de formidable en soi d'être rentier. Jusqu'au XVIIe, c'était quelque chose de valorisable socialement. Puis l'époque moderne a changé. Il y a une vision de la rente qui est vue comme quelque chose de mal. D'autre part, l'industrie immobilière, et alors ça, je sais qu'il y a de nombreux représentants dans la salle et je veux vexer personne, mais c'est un peu comme les taxis. C'est-à-dire que si vous voulez faire des blagues en société et être sûr de marquer des points à coup sûr le samedi soir en dînant, bah vous avez deux choix. Soit vous faites des plaisanteries sur votre expérience avec les taxis, soit vous faites des plaisanteries sur votre expérience immobilière. C'est à peu près le même niveau de satisfaction perçue et c'est à peu près le même niveau de caricature. Alors c'est comme toutes les caricatures, évidemment, si on rentre dans le détail de ce qu'est aujourd'hui l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur immobilier, beaucoup de gens font un travail admirable. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet est que la caricature a de ça très fort qu'elle s'impose à la réalité et qu'elle distord un marché parce qu'à un moment donné, un ensemble d'acteurs dans ce marché ont l'impression que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Est-ce que la qualité dans les Uber à l'échelle est aussi bonne que dans Uber la première semaine? Alors Uber, c'est le service de taxi par téléphone. Sans doute pas. À mon avis, les 10 premiers taxis Uber étaient d'une qualité incroyable et petit à petit, ça se dégrade structurellement. Mais le fait que que vous puissiez mettre une note, que vous avez un lien direct avec le service client, que le chauffeur a en moyenne l'air mieux, et ben, d'un seul coup, ça crée un gouffre de perception avec les taxis. Ils peuvent mettre la 4G dans leur taxi et avoir des taxis verts. Ça ne fera pas rattraper 10 ans d'accumulation de frustration. Et alors, c'est un peu le drame, par exemple, des agents immobiliers. Le métier d'agent immobilier a tellement été fait de façon caricaturale par tellement d'acteurs du marché que même si aujourd'hui un acteur venait et créait une expérience client incroyable avec un niveau de qualité incroyable, il devrait quand même rattraper 10 ans de caricature. Alors soit il les rattrape immédiatement en étant une offre qui, toute évidence, est perçue comme une vente immédiatement. Et dans ce cas-là, cette caricature devient une force. Soit il produit quelque chose de pas très nouveau, et en fait, il va sombrer même s'il est qualitativement mieux. Donc ces problèmes de perception et ces problèmes d'image sont des problèmes très importants pour comprendre les phénomènes de transformation dans l'économie numérique et les phénomènes de mouvement.
Alors, l'autre chose, et alors ça, à The Family, on est au premier rang pour les observer, c'est que le service est archaïque. Alors quand on dit le service est archaïque, c'est pas tant en termes de qualité de service qu'en termes d'outils utilisés pour les services. Alors par exemple, on a une startup chez nous, je vais en parler un peu plus tard, mais qui a fait un truc tout bête. Elle s'est connectée à la boîte email d'une agence immobilière d'un syndic, et elle a simplement constaté le nombre d'échanges inutiles et qui auraient pu être transformés en produits par jour, et c'est considérable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 90% des emails qui étaient reçus par le syndic étaient des tâches répétitives qui auraient pu, d'une façon ou d'une autre, être automatisées par une app. Et aujourd'hui, en 2014, personne dans le moindre syndic ne voit l'outil IT comme autre chose qu'un centre de coût. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un syndic aujourd'hui, par définition, les gens qui travaillent dans ces syndics n'ont pas comme formation à leur cœur le numérique. Ce n'est pas des programmeurs, ce n'est pas des gens de l'IT. Et donc, comme ils n'ont pas une approche software des problématiques, d'un seul coup, la vision qui est sous-jacente à ça, c'est je vais faire mon métier en rajoutant des humains et en rajoutant de la complexité. Une startup chez nous, si elle arrive en quelques mois à réduire le nombre d'emails de 90%, ça ne veut pas dire que notre startup est incroyable, ça veut juste dire que le travail de l'autre côté était fait comme il n'aurait pas dû être fait. C'est-à-dire qu'il est fait avec énormément de retard par rapport aux outils et aux moyens disponibles aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un problème de culture. C'est ni un problème de compétences, ni un problème de disponibilité des outils, ni un problème de mise à disposition de ressources informatiques. C'est véritablement un problème de culture face à des gens qui ne sont pas nés dans le logiciel et qui, en fait, ne connaissent pas encore le logiciel. C'est exactement la même chose entre apprendre une langue étrangère et parler une langue étrangère, parler de sa langue maternelle. Vous parlez toujours votre langue maternelle mieux que n'importe quelle langue étrangère, sauf si vous mettez énormément d'efforts à apprendre cette langue étrangère. Mais forcément, ça demande énormément d'efforts. C'est pas quelque chose d'aussi gratuit qu'apprendre sa langue maternelle. Et aujourd'hui, vous êtes face à des acteurs pour qui le numérique n'est pas leur langue maternelle, et donc forcément une sorte de retard structurel, et retard de plus en plus contrasté, puisque les gens et les consommateurs sont de plus en plus habitués à avoir des expériences de qualité, des usages de qualité dans de nombreuses autres industries. Et alors, le dernier point, et alors ça c'est un point plus macro, c'est que la perception macro de l'immobilier est celle de l'inaccessibilité permanente. Les prix augmentent dans les grandes villes, l'accession au logement est de moins en moins facile, surtout que c'est relativement traumatisant dans une société où on imaginait que le rêve ultime c'était tous propriétaires. Je ne connais pas le chiffre exact du taux de propriété, j'aurais peut-être dû l'apprendre, on se Barbara attaque pour le coup. Mais 60%, voilà, 60% en France, c'est incroyable que 60% des gens possèdent leur maison. C'est pas un choix économique, c'est un choix philosophique. Et donc l'augmentation des prix est d'autant plus perçue par cette société de propriétaires qu'elle ne le serait par une société de locataires. Alors, comment cette industrie va être attaquée et c'est quoi les grandes opportunités d'attaque? La première, très classique, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation dans la chaîne de valeur. Alors une désintermédiation dans une chaîne de valeur, c'est quand un intermédiaire est supprimé et remplacé par une plateforme. Alors évidemment, c'est, je pense, le mouvement le plus ancien dans l'immobilier. Quand vous regardez dans le numérique, l'une des plus belles startups françaises, c'est seloger.com, qui a cartonné. Et aujourd'hui, en fait, aux États-Unis, cette recherche va même beaucoup plus loin, puisque de plus en plus de sites récoltent de la data et font un travail de data pour carrément permettre aux propriétaires de pouvoir mettre leurs biens en direct. Et alors, si vous regardez la data sur les 10 dernières années aux États-Unis, le taux de maisons vendues hors marché de l'agent immobilier, c'est-à-dire en direct, vous avez une progression constante et un grignotage constant de la part de l'agent immobilier. Et ça, c'est un phénomène qui est relativement intéressant parce que finalement, les agents immobiliers captent une commission
sur des transactions et sont un intermédiaire parce que pendant longtemps, ils ont eu le monopole de l'accession aux acheteurs. Parce que quand vous êtes avec votre bien et que vous ne savez pas à qui le refourguer, vous devez soit passer par un média, et pendant longtemps, ça a été un modèle média, le modèle de désintermédiation. Le succès de particulier à particulier en France, c'est un succès média. La proposition de valeur, c'est je te donne de l'audience en échange d'un prix modique par rapport à ce qu'un agent te prendra. Mais ça ne règle pas le problème de la qualification des visiteurs, ça ne règle pas le problème de ce que peut être la valeur d'un bon agent immobilier. C'est-à-dire que telle personne est en ce moment acheteur et cherche tel type de bien et veut le connecter à tel type de personne. Bah ça, l'informatique aujourd'hui le permet, et permet en fait aux États-Unis, ça va même très très loin, puisqu'en fait, il y a des sites internet qui proposent d'afficher les annonces immobilières en fonction des revenus des gens. Et avec une promesse de valeur extraordinaire qui est de dire aux gens, beaucoup de gens viennent visiter les appartes alors qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. Vous inquiétez pas, comme nous, alors c'est les États-Unis, donc avec un email aux États-Unis, vous pouvez à peu près connaître le revenu de 70% des habitants. C'est fourni par une société qui s'appelle Rapleaf. Pour un email, vous avez à peu près 200 data points sur les gens et notamment leurs revenus. Et donc en utilisant les services de Rapleaf, ils peuvent avoir cette promesse incroyable qui est de dire, vous inquiétez pas, on va mass marketer votre annonce, mais vous n'allez pas souffrir d'être mis sous la masse en fait, des curieux, etc. Puisque la seule façon de pouvoir voir l'annonce, c'est de pouvoir marquer patte blanche et de pouvoir montrer patte blanche. Et ça, en fait, ça pousse encore plus loin ces histoires de matchmaking, d'algorithmes de suggestion, d'algorithmes de recommandation. Et en fait, le marché immobilier aux États-Unis, par la disponibilité des data, la disponibilité de l'open data fiscal, etc., le rend de plus en plus efficient et le rend de moins en moins intermédiaire. C'est-à-dire que les gens organisent, il y a même, alors prenons un exemple tout bête, mais qui est l'exemple de l'histoire d'organiser les visites. Organiser les visites, c'est quand même extrêmement fatigant. Et ben, le nombre de visites est en train, grâce aux photos de très haute qualité, grâce aux visites virtuelles, grâce à la réalité augmentée, ben, tout ça, c'est en train de réduire. Alors prenons cette start-up dont j'ai oublié le nom, et évidemment, je n'ai pas marqué le nom. Ah oui, Stonehenge. Stonehenge, c'est la visite en réalité augmentée de n'importe quel bien immobilier. Donc vous êtes propriétaire, vous avez envie de vendre votre bien, vous allez faire en fait une sorte de vidéo interactive 3D dans laquelle quelqu'un va pouvoir se balader et voir le moindre détail de votre appartement et obtenir toutes les données et toutes les métadonnées sur le quartier, le bien, comment il est composé, qu'est-ce qui se passe dedans, quelle est la déperdition d'énergie, de quand datent les équipements, etc. Et donc toute cette cartographie est offerte aux vendeurs. La désintermédiation ne concerne pas dans le marché de l'immobilier que l'acte d'achat-vente. Ça, c'est celui qu'on connaît tous et qui est finalement le moins intéressant parce que c'est juste une lutte entre les gens qui n'ont pas de temps et qui sont toujours prêts à payer un agent et ceux qui ont suffisamment de temps pour se dire que ça vaut le coup d'économiser les frais d'un agent. Donc ça, c'est une guerre, ça fait 15 ans qu'elle a lieu, elle va pas changer, elle tend juste à réduire le rapport de force en faveur de ces plateformes parce qu'elles offrent de plus en plus de services automatisés qui font que le temps passé pour gérer soi-même la vente d'un bien est réduit. Si vous optimisez les visites, que vous optimisez les calendriers, la prise de rendez-vous, les infos, la qualification des acheteurs, forcément à la fin, les 4 ou 5 visites clés, vous pouvez vous permettre de les faire et les 4 ou 5% de commission ne sont pas perçus comme ayant une grande valeur ajoutée. Mais la désintermédiation concerne aussi l'autre côté et l'autre pendant de l'immobilier, qui est l'investissement immobilier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les plateformes de crowdfunding, mais elles ont une sacrée cote. Par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Kickstarter, qui permet aux gens d'aller financer des produits qui n'existent pas encore, pour le simple plaisir qu'ils existent un jour. Il y a AngelList, qui permet à n'importe quel Américain de pouvoir aller investir dans une start-up et d'acheter des actions de start-up.
Mais il y a un nouveau type d'acteur de crowdfunding qui est en train d'émerger. C'est celui du crowdfunding immobilier. Et alors avec deux acteurs incroyables. Le premier, c'est Reality Shares, qui en fait a une proposition de valeur extrêmement simple, qui est de dire tout le monde peut venir et investir dans un projet immobilier qui va être porté par un professionnel de l'immobilier. Et c'est une sorte de titrisation en fait, d'un bien immobilier sur un marché semi-liquide où en fait des milliers de particuliers vont mettre des chèques entre 1000 et 100 000 dollars pour permettre à un professionnel qui a comme métier la gestion de biens de pouvoir produire un rendement et partager le rendement avec les gens qu'il finance. Alors, Reality Share, ça change plein de choses à plein d'endroits. La première chose, c'est que ça permet à des gens qui n'ont pas un accès facile au capital de tout simplement rentrer et pénétrer ce marché de la gestion de biens professionnels par la grande porte. Parce que les sommes qui sont levées sur Reality Share ne sont pas du tout anecdotiques. Vous avez des gens qui font des projets entre 5 et 20 millions dessus. Et c'est que le début. Ce n'est pas une plateforme où vous allez chercher 100 ou 200 000 euros. La deuxième chose, c'est que Reality Share est en train d'aller encore plus loin, puisqu'il dit, finalement, c'est génial l'investissement professionnel. Donc ils étaient sur la même position que le deuxième, qui est Fundraise. L'investissement professionnel, c'est génial. Le angel list de l'immobilier, c'est incroyable. Mais en fait, pourquoi on ne deviendrait pas le lending club de l'immobilier? Alors, lending club, c'est quoi? C'est vous avez besoin d'un prêt immobilier, vous avez besoin lending club, vous avez besoin d'un prêt bancaire, vous allez sur lending club et des milliers de gens vont s'associer pour vous prêter l'argent en échange d'un rendement. Or, c'est une activité relativement risquée parce que si la personne ne rembourse pas, bah, la plateforme a un problème et l'investisseur perd son argent. Lending Club, le taux de défaillance est de l'ordre de 5%. Donc vous avez 5% des gens qui n'ont pas de chance. Alors évidemment, qu'est-ce que le Lending Club fait? Il vous force à vous mettre dans plusieurs pools de prêteurs pour limiter l'impact de vos pertes. Vous ne pouvez pas prêter à une seule personne. Mais dans l'immobilier, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que, et on le sait pour des raisons un peu funestes, c'est qu'il y a la méthode du subprime, qui est de dire un bien, ça peut être mis en hypothèque, que l'hypothèque du bien couplée avec la capacité d'emprunt de la personne réduit le risque. Et donc, pourquoi les subprimes étaient dangereux? Parce qu'on a mis des biens de mauvaise qualité avec des biens de qualité dans des packages incompréhensibles qu'on a vendus sur les marchés. Mais il y avait finalement une façon éthique de faire des subprimes, c'était de mettre en relation directe des gens qui ont de l'argent à prêter avec des gens qui ont besoin d'argent. Et donc Reality Shares va encore plus loin maintenant, puisque non seulement vous pouvez y présenter des projets professionnels d'immobilier, mais vous pouvez aussi aller chercher votre prêt personnel pour acheter votre maison ou votre appartement ou votre maison secondaire. Et des milliers de gens vont venir et apporter de l'argent. Alors, non seulement, alors Reality Share, c'est assez amusant parce que ils sont en train de pousser la vague très loin. Parce que si désintermédiarisent les banques, et donc ça c'est la question du financement de l'immobilier, ils disent en fait ça suffit pas, parce que comme la personne qui cherche un bien a besoin de trouver des biens, on va créer des listings exclusifs. Et donc l'idée c'est qu'à terme, vous puissiez arriver sur Reality Share, choisir un bien, déposer votre dossier financier de façon complètement électronique, recevoir l'accréditation pour le financement, organiser votre campagne de fundraising avec vos proches et la communauté de Reality Share, lever la somme nécessaire pour l'apport, aller leverager ça pour compléter le financement auprès d'une banque, et le tout entièrement en ligne, finalement, avec cette vision de je vais acheter ma maison sans sortir de mon salon. Et avec pour Reality Share un rendement sur l'ensemble de l'opération incroyable. Parce qu'ils vont gagner sur l'achat de la maison, ils vont gagner sur l'organisation du prêt, ils vont gagner sur le rendement et la sécurisation des prêts et le partage du risque. Et en plus, en fait, ils vont se retrouver en fait avec à la tête un parc d'actionnaires
qui ont des parts dans des maisons et qui peuvent échanger les uns après les autres. Ce qui veut dire qu'à terme, ils peuvent devenir une vraie plateforme d'échange backée sur de l'immobilier et devenir une vraie bourse en fait. Et c'est pas pour rien que RealityShare lève autant d'argent. C'est pas pour rien qu'ils affichent une telle ambition, parce qu'ils sont tout simplement en train d'essayer d'avoir une approche full stack. Alors, qu'est-ce que ça veut dire full stack? C'est intégrer verticalement pour maîtriser l'ensemble des étapes de la chaîne de valeur afin d'aller retourner le marché en leur faveur. Et de ce point de vue-là, le financement immobilier américain, il a une caractéristique, c'est que pendant très longtemps, et notamment pendant la folie du subprime, il a été très facile. Beaucoup de gens ont acheté des maisons qu'ils ne méritaient pas. Et le numérique permet de réinstaurer en fait, ce sentiment en permettant à des gens d'acheter des maisons, mais avec une petite différence, c'est que le niveau de data que vous pouvez obtenir sur une personne, son revenu, son profil Facebook, ses traces LinkedIn, sa réputation en ligne, etc., fait qu'en fait, le taux de risque pris par ce type de plateforme est bien inférieur au taux de risque qui était pris par une banque. Puisque le risque est vraiment beaucoup plus dispersé entre beaucoup plus d'acteurs et à beaucoup plus grande échelle. Alors, la contrepartie de ça et de cette désintermédiation, c'est que beaucoup d'acteurs se sont perdus en chemin et beaucoup d'acteurs ont oublié que la règle numéro 1 dans le numérique, c'est que ce qui intéresse le plus les gens, c'est pas la sécurité, mais c'est la simplicité d'utilisation. Et alors, il y a deux grandes, enfin je vais dire arnaques, mais je vais le regretter. On va encore être attaqué. Non, il y a deux produits un peu à côté de la plaque qui ont été lancés dans ces histoires-là. C'est tous les gens qui ont essayé de prendre ce marché par l'aspect sécuritaire. Alors, il y a deux grands sujets. Il y a le sujet des coffres numériques et il y a le fameux sujet des emails recommandés. Alors, pourquoi j'en parle et pourquoi ça a un rapport avec l'immobilier? C'est parce que c'est deux sujets qui sont majoritairement utilisés par des sociétés numériques qui essayent d'attaquer l'immobilier. Et qui essayent d'attaquer quoi? Les documents légaux et notariés, avec la question des coffres numériques, et l'échange de courriers certifiés avec les emails recommandés. Alors, le problème là-dedans, est vraiment pour, en 2 minutes, vous montrer comment on peut raisonner à côté de la plaque en matière de numérique, c'est que le numérique, c'est jamais une transposition en ligne de quelque chose qui existe dehors dans la réalité. Si la lettre recommandée existe, c'est parce que vous avez besoin d'une fiabilité et vous avez besoin d'une sécurité qui était extrêmement lourde en termes de processus. Vous avez besoin d'un postier qui certifie la date, qui vous certifie que la personne en face a reçu, etc. Dans l'histoire du numérique, vous pouvez avoir besoin de sécurité, mais jamais les gens payeront pour ça. Si vous regardez les rares protocoles de sécurité qui marchent, comme PGP ou ce genre de choses, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont gratuits. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des éléments indépendants de la chaîne de valeur, ils en sont des éléments constitutifs. Si RealityShare vous dit, ou l'Angelis de l'immobilier Fundrise vous dit, quand vous venez sur ma plateforme, vous avez besoin de payer 3,50 € l'email qui certifie que vous êtes vraiment un investisseur sur ma plateforme, et ben les gens iront chez celui qui fera la même chose, mais gratuitement. Parce que les gens ne sont pas prêts à payer pour quelque chose qui semble être absolument naturel et indispensable au fonctionnement d'un outil. Et donc ce genre d'outils, les coffres-forts numériques et les emails recommandés, ne peuvent pas exister de façon indépendante comme des outils au service de la désintermédiation. La révolution dans l'immobilier numérique ne viendra pas d'anciens acteurs adoptant des outils hors de prix et demandant aux gens de passer par ces outils pour des raisons légales ou des raisons de régulation. Forcément, les raisons légales et les raisons de régulation seront traitées à la source même du logiciel et dans le logiciel lui-même. Alors, la révolution immobilière, ça s'accompagne aussi d'une révolution sociologique que le numérique permet. Des choses qui paraissaient absurdes avant
sont en train de devenir la norme. Et alors, l'un des exemples, c'est je rêve d'une maison et l'idée de l'achat à plusieurs. Il y a quelques années, les gens achetaient une maison secondaire et la maison secondaire avait deux caractéristiques principales. La première, c'est que c'est un symbole social extrêmement fort d'avoir une maison secondaire, puisque c'est le signe d'une certaine prospérité. Et la deuxième chose, c'est que la maison secondaire était, en tant qu'objet sociologique, vécue comme une seconde maison. Et puis, une nouvelle génération est arrivée, la génération de la colocation, on va dire, qui, de toute façon, a déjà du mal à acheter son bien principal, et se dit, tiens, finalement, la maison secondaire, pourquoi, étant donné que je vais y aller très peu de fois par an, pourquoi l'acheter seul? C'est quand même plus sympa, je préfère y aller avec mes copains, on va l'acheter à plusieurs, et donc on va pouvoir s'offrir un bien. Alors ça, vous voyez, typiquement, c'est le genre de choses que le numérique facilite. Alors avant, vous pouviez aller voir un notaire, et vous pouviez faire un contrat pour acheter votre maison à plusieurs. Maintenant, c'est le genre de choses que vous pouvez faire en ligne et très facilement, et donc la barrière à l'entrée pour ce genre d'acte est réduite. En plus, si vous y réfléchissez, l'Internet est un outil incroyable pour résoudre l'ensemble des problèmes que le fait d'aller acheter quelque chose à plusieurs pose. L'organisation des visites, la gestion des différentes offres, la comparaison des différentes offres pour choisir, à la rigueur un petit système de vote, etc. Et donc, aujourd'hui, le fait de mettre les gens dans une position, on va dire, d'organisation sociale un peu sui generis, c'est quelque chose qui était impossible avant, non seulement pour des raisons sociologiques, mais en plus pour des raisons pratiques. Comme les barrières sociologiques sont tombées, aujourd'hui ces acteurs-là ont une opportunité énorme à aller conquérir ces marchés en apportant des outils qui facilitent énormément le processus. Alors un autre exemple de consommation collaborative, c'est le Airbnb des bureaux, ShareDesk. Alors, ou sinon, il y a l'acteur français Bureau à louer, qui est un exemple tout bête. Vous avez un bureau, ce bureau est trop grand, vous avez de la place disponible dans ce bureau, bah, pourquoi pas le partager et pourquoi pas partager vos vacances. Donc par exemple, on a des bureaux là disponibles à l'étage, on peut les mettre sur ShareDesk ou Bureau à louer et ainsi avoir des gens qui viennent pour leurs besoins. Donc le besoin de bureau est aujourd'hui vécu comme un besoin flexible, pas comme un besoin constant, parce que la quantité d'entrepreneurs ayant des besoins de très court terme ou d'appoint pour des bureaux est en explosion. Étant donné que tout le monde est en train de devenir entrepreneur, même votre maman, et que The Family participe à ce genre de mouvement, vous comprenez bien que la quantité d'espace de travail disponible étant limitée, vous avez besoin de créer de la flexibilité sur ce marché pour que les gens y trouvent leur compte. Alors, ça va encore plus loin. Alors, ça, c'est un concept qui cartonne à San Francisco, qui s'appelle Storefront. L'idée, c'est le Airbnb de... Airbnb à la peau dure. Hein. C'est le Airbnb de la boutique. C'est pourquoi acheter ou louer une boutique de façon permanente si vous n'êtes pas sûr que votre commerce vaut quelque chose. Donc, sur Airbnb de la boutique, vous pouvez aller trouver des boutiques libres et faire ce qu'on appelle des concept stores ou des pop-up stores pour 3 mois, 6 mois, 1 mois, 2 semaines. Et vous avez une place de marché fluidifiée pour toutes les périodes de vacances des biens et permettre à n'importe qui de pouvoir expérimenter son expérience retail. Donc, que ce soit l'achat à plusieurs, le Airbnb du bureau ou le Airbnb du retail, vous voyez bien le mouvement de fond qui est en train de se passer dans ce marché-là, qui est que la désintermédiation, ce n'est pas juste une histoire de désintermédiation de la mise en relation. C'est aussi le fait de faire passer des choses qui avant étaient des stocks relativement rigides à des stocks extrêmement fluides. De faire passer des choses qui avant étaient des CAPEX en OPEX pur. Ça va encore plus loin que le leasing. Quand vous allez sur bureau à louer, ce que vous payez, c'est une prestation de service. Vous ne payez pas un bail, vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas de sécurité. Mais finalement, c'est cette nouvelle génération de travailleurs, c'est ce qu'elle recherche.
Elle recherche le bureau sans aucun attachement. Et finalement, c'est quelque chose d'assez général d'ailleurs dans cette génération. Mais dans le cas de l'immobilier, tout ça n'est possible que parce que tout le monde a accès à une distribution à portée de clic. Pourquoi pendant très longtemps dans l'immobilier, les vacances étaient vues comme la chose la plus dangereuse et la plus gênante pour un bien? C'est tout simplement parce que la distribution était peu fluide. Vous ne pouviez pas être mis en relation avec des milliers de locataires dans la minute au moment où vous aviez une vacance. Ce genre de plateforme centralise les besoins de tout le monde et permettent à tout le monde d'avoir accès à ces vacances-là de façon extrêmement simple. Alors, tout ça participe à un mouvement, un autre mouvement qui est la fin de l'asymétrie d'information. Et alors ça, je pense que c'est le truc le plus rageant pour toute profession qui repose sur l'information sur les 15 dernières années. Par exemple, j'ai un frère aîné qui a une plaisanterie très drôle. Il était représentant de Sharp au Paraguay en 1990. Il avait un fax. Et c'était la seule personne à avoir un fax au Paraguay en 1990. Et il me disait que c'était un temps incroyable, parce que le président du Paraguay venait dans mon bureau parce qu'il avait besoin d'envoyer un fax. Et donc tout le monde venait dans mon bureau. Aujourd'hui, tous ces enfoirés ont Internet. Et, et sous-entendu, l'information n'est plus un pouvoir, vu que l'information est devenue une commodité. Et alors, il y a des cas très amusants. Les médecins ont de plus en plus de mal à faire leur travail. Parce que toute personne qui rentre dans un cabinet de médecin, aujourd'hui, il a un médecin dans sa poche, chez son mobile, et il peut poser à peu près n'importe quelle question médicale sur Doctissimo. Donc d'ailleurs, on a tous un cancer. Mais ça, c'est quelque chose, soit vous essayez de lutter contre, soit tout simplement vous l'admettez dans votre pratique. Et alors, s'il y a un domaine où sans doute ça coûte encore plus cher qu'ailleurs, c'est l'immobilier. Parce que c'était quoi une vente pendant très longtemps? Une vente pendant très longtemps, c'était une asymétrie d'information entre un propriétaire qui possède l'info et un locataire qui essaie de la capter, ou un acheteur qui essaie de la capter. Et ça, en fait, c'est de moins en moins vrai, parce qu'aujourd'hui, les locataires ou les acheteurs ont un niveau d'information aussi important que les vendeurs. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez regarder la carte des rues de Paris par niveau d'intensité sonore. Il y a des gens qui s'amusent à dire cette rue est bruyante, cette rue ne l'est pas. Vous pouvez aller à New York et voir la carte du nombre de crimes par an, par rue. C'est une carte qui est disponible en ressources. Donc vous savez très bien que dans celle où il y a beaucoup d'agressions, d'un seul coup, le prix vient de s'écrouler. Et d'ailleurs, c'est même un vrai souci, parce que qu'est-ce qui faisait avant l'acte d'achat? Ce qui faisait l'acte d'achat, c'est que vous arriviez dans un appartement, il y avait une jolie lumière dans l'appartement, et puis finalement, vous n'aviez pas tant d'informations disponibles. Maintenant, vous avez l'ensemble des données produites par l'ensemble de la population qui est à votre portée en quelques clics. Alors, ce mouvement est encore très archaïque, et on peut se dire, bon, c'est un peu de la science-fiction. Mais en fait, ça ne l'est pas aux États-Unis, parce que l'open data est un mouvement beaucoup plus intense qu'en France. Mais même en France, on s'y met. On vient d'avoir un Chief Data Officer en France. Et si même la France se dote d'un Chief Data Officer, c'est pour vous dire à quel point l'émergence des données et l'émergence de la disponibilité de données va complètement changer le rapport de force dans les actes d'achat et de vente. L'autre type de données qui est intéressant, alors là, on est vraiment dans de la prospection, mais on a une startup très intéressante qui est Apply as a Family, qui fait des diagnostics automatisés de la qualité de l'électroménager dans les maisons, tout simplement en se branchant à une prise électrique. Donc vous vous branchez à une prise électrique et ça passe dans le réseau électrique de la maison et ça regarde l'état du réseau électrique, l'état de l'installation, et ça vous dit si la maison va cramer ou pas, en fait. Parce que la plupart des incendies dans les maisons sont dus à des mauvaises installations électriques. Et alors, évidemment, les assureurs sont extrêmement friands de ça. Et vous voyez bien la boucle que ça peut créer. C'est que d'un seul coup, un assureur peut se dire attends, moi j'ai envie de savoir quelle est la qualité d'une installation électrique. Ce qui fait que tout propriétaire qui vend sa maison va devoir passer ce genre de diagnostic. Et
Et vous voyez la boucle qui se crée, ou tout propriétaire qui va louer sa maison. Et alors, ce niveau d'information n'est que le début. Si les maisons deviennent connectées, etc., vous n'avez plus en fait aucun secret pour qui que ce soit. Parce que tout objet qui produit de la data rend à un moment ou à un autre cette data disponible pour que quelqu'un l'exploite. C'est une grande règle du numérique. Toute data qui est produite, à un moment ou à un autre, elle est exploitée et elle est exploitée contre vous. Donc la data, c'est quelque chose de formidable parce que ça permet de faire plein de choses pour son business, mais ça a un corollaire. C'est que forcément, à un moment ou à un autre, ça peut être utilisé contre vous. Si tout le monde peut voir mon profil LinkedIn, tout le monde peut aussi trouver mes photos compromettantes. Forcément. Par définition, à un moment ou à un autre, quelqu'un prendra une information et la diffusera. Donc ça, en fait, cette sorte de dualité permanente de l'information est d'autant plus vrai dans un métier où l'information est le cœur. Est-ce que ce que je suis en train d'acheter, je suis en train de le payer trop cher ou pas assez cher? Est-ce que je suis en train de faire une affaire? Est-ce que je suis en train de le vendre au bon prix ou pas? Tout ça, avant, c'était une info experte. Ça l'est de moins en moins. Alors, c'est quoi les grandes failles du marché immobilier qui peuvent aujourd'hui intéresser beaucoup d'acteurs du numérique? Et d'ailleurs, l'immobilier est l'un des domaines où on a le plus de startups, nous. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle effervescence dans l'immobilier, mais c'est peut-être à cause de ce genre d'interface. L'interface typique des logiciels dans ce domaine, on est encore dans des technologies complètement dépassées, on est dans des systèmes experts, on est dans un type d'acteur qui n'a pas vécu la révolution de l'Internet en profondeur et qui est resté sur des logiciels d'un autre temps, des bases de données d'un autre temps. Je donne souvent cet exemple, comme ça je vous montrerai que tout le monde est dans le même panier et vous m'en voudrez pas trop. Mais c'est par exemple dans l'hôtellerie. Vous savez, quand vous allez à l'hôtel, les gens tapent pendant 20 minutes sur un clavier pour vous donner une chambre. Alors moi, je me suis toujours demandé s'ils tapaient votre description. Grand, il a l'air impressionnant, brun. Mais en fait, pas du tout. Ils sont juste en train de chercher une chambre. Et parce que les types qui ont conçu ces logiciels, ils les ont conçus dans les années 80 avec des contraintes énormes. C'est qu'il y avait des contraintes mémoire incroyables à l'époque. Donc vous ne pouvez rien automatiser. Et quand vous regardez ce qui se passe derrière l'écran, en fait, ils tapent des raccourcis clavier et des codes bizarres les uns après les autres pour qu'une chambre vous soit attribuée. Un logiciel hôtelier de nos jours, ça devrait être un clic. Je vous assure, vous mettez n'importe quel, le plus mauvais de nos entrepreneurs sur le sujet, il vous le fait en un clic, l'interface. C'est un non-problème en fait. Parce que vous avez une quantité de chambres disponibles, vous avez des caractéristiques d'un voyageur avec le prix qu'il a payé et vous avez la disponibilité des chambres. C'est pas très compliqué. Mais ça montre tout simplement que la culture IT de l'hôtellerie, elle a un problème, c'est qu'elle a à un moment donné dans son histoire été en avance. Et c'est le grand problème. Les hôtels ont installé des ordinateurs dans les années 80-90. Résultat, en 2014, ils payent encore le prix. Parce que les investissements ont été tels à cette époque où ça coûtait une fortune, qu'aujourd'hui, faire des switches de bases de données, c'est très dur. Alors, une autre industrie qui est victime de ça, c'est les banques. Par exemple, les banques ont encore des mainframes. Ils ont encore, vous savez, ces logiciels avec des grandes... Enfin, c'est même pas des logiciels, c'est des ordinateurs avec des grandes plaques. Et par exemple, si vous êtes à la BNP, votre compte en banque tourne sur une mainframe qui date des années 70 et qui, à l'époque, a coûté des centaines de millions. Et aujourd'hui, on est dans 2014. Et pourquoi la BNP est dessus? Parce que tout simplement, c'est immigrable. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que de toute façon, vous ne vous en rendez pas vraiment compte. Mais vous vous rendez bien compte que quand même, votre expérience bancaire n'est pas très fluide, que c'est quand même dingue que les virements bancaires doivent encore être validés par un humain. Pourquoi vous ne pouvez pas envoyer de l'argent qui vous appartient en un clic avec votre téléphone? Et tout ça, en fait, crée un niveau de frustration que le jour où Facebook va lancer une banque, bah, eux, un, ils n'auront pas cet historique, et deux, vous allez vous sentir incroyablement libéré. Regardez par exemple AXA avec Soon. Je ne sais pas si vous avez vu Soon, mais c'est la nouvelle interface bancaire de AXA, Soon.fr. Mais c'est quoi le gros avantage de Soon? C'est qu'ils ont simplement fait table rase.
Ils se sont simplement dit, bon, on va utiliser aucun système existant, on va simplement créer une banque en 2014 avec les outils de 2014. Et en fait, elle est là l'opportunité. Que vous preniez n'importe quel métier de l'immobilier, que ce soit la construction, l'architecture, la gestion, les syndics, le financement, les prêts, les agences, la vente de biens entre particuliers, la photographie des biens, vous prenez n'importe quelle fonction, vous pouvez aujourd'hui, pour très peu cher, fabriquer une solution optimale qui est très 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 loin de ce genre d'interface et de ce genre d'expérience. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une industrie qui est particulièrement sous la menace. La deuxième chose, évidemment, c'est que comme les systèmes ressemblent à ça, bah, la réactivité va avec. Et si vous demandez à n'importe qui qu'est-ce qui la gêne le plus avec les acteurs et avec les acteurs immobiliers, quel que soit le moment de la chaîne de valeur, bah, évidemment, c'est le manque de réactivité et le manque de gestion. Tout ça s'appuie sur un besoin encore plus profond, qui est le besoin de transparence des gens. Prenons un autre exemple pour vous montrer la métaphore et comprendre ce qui se passe. Parce que je pense que si vous pensez que le numérique est simplement un nouvel outil, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Le numérique, c'est une façon de penser qui change en fait le rapport des gens au monde et le rapport des gens à la société. Et le besoin de transparence, en fait, c'est un besoin fondamental qui est né avec l'ère numérique. Et plein de professions en souffrent. Prenez les avocats. Les avocats, avant, pouvaient facturer des heures et des heures librement, et puis personne s'en souciait. Aujourd'hui, le moindre client rappelle son avocat en essayant de lui faire justifier la moindre heure qu'il a passée, et il a beaucoup de mal à le faire. Le besoin de transparence n'a jamais été aussi important dans l'histoire et la vie des gens. Aujourd'hui, moi j'entends des remarques sur ah, c'est inquiétant, il y a pas la dernière fois un candidat a postulé à The Family et en réunion quelqu'un a dit ah mais on va pas le recevoir, il a même pas de profil LinkedIn. C'était vu comme oulala, il a quelque chose de très très grave à cacher, il a sans doute tué quelqu'un. Et donc vous voyez où tout ça mène. Tout ça mène en fait à une industrie où les gens, et c'est vrai dans toutes les industries, cherchent absolument à savoir qui fait quoi à quel moment et pourquoi il serait légitime de le payer et pourquoi il serait légitime de garder sa fonction. Et cette transparence, en fait, elle est appuyée par donc un phénomène dont je parlais tout à l'heure, mais on va revenir dessus en détail, qui est l'Internet of Things. Alors l'Internet of Things, c'est quoi? C'est que pendant très longtemps, la seule chose qui était connectée à Internet et qui savait communiquer, c'était les ordinateurs. Et puis, la révolution hardware aidant, aujourd'hui, de plus en plus d'objets sont disponibles et connectés à Internet et permettent en fait de rendre la maison plus intelligente. Alors, vous avez vu sans doute Nest, thermostat intelligent. Thermostat intelligent qui non seulement règle la température à la température idéale, mais en plus arrive à capter les données météorologiques dans à peu près toutes les États-Unis. Tous les acteurs de l'énergie essayent de mettre des objets connectés pour réduire la consommation énergétique des maisons. Et ça passe par de la data, et ça passe par des politiques de data intenses. Un acteur corollaire à ça, et au fait que les données rentrent dans la maison, bah évidemment, ce sont les assurances, puisque les assurances essayent de plus en plus de sécuriser la maison par des moyens électroniques. Il y a de plus en plus d'apps de domotique. Alors, je sais, la domotique, c'est la plaisanterie dont on parle dans cette industrie depuis 20 ans. Moi, quand j'étais petit, on m'expliquait que la maison, un jour, sera connectée. Et on me disait, en l'an 2000, tu verras, ta maison te parlera. Et alors, je rentre chez moi, et ma maison ne me parle toujours pas. Donc, je suis très déçu. Mais il faut faire très attention avec ça parce que c'est pas parce qu'une technologie a mis du temps à arriver qu'elle n'arrivera jamais. C'est pas parce que les gens ont péché par optimisme sur les délais
d'arrivée d'une technologie que cette technologie n'arrivera jamais. D'ailleurs, Victor Hugo l'a dit, rien n'est plus dangereux qu'une idée qui a mis tout son temps à naître. Et c'est le cas en fait de la domotique, puisque la domotique a pris énormément de retard, mais on commence à percevoir ce qu'elle peut être. Par exemple, est-ce que vous avez vu les ampoules? Qui a vu les ampoules Philips Hue? Alors, vous ne connaissez pas? Ok, bon, on y va. Alors, Philips vient de lancer des ampoules Wi-Fi par LED qui sont connectées à votre mobile et qui sont connectées en réseau et qui peuvent produire l'ensemble du spectre lumineux dans la même ampoule. C'est-à-dire qu'elle peut être bleue, rouge, vert, jaune, rose, et vous pouvez produire à l'infini n'importe quelle couleur. Alors, elle a deux caractéristiques, cette ampoule. La première, c'est qu'elle est connectée à Internet. Vous allez me dire, oui, et alors? Et je vais y venir. Et la deuxième caractéristique, c'est que vous pouvez mettre des apps dessus. Alors, c'est là que ça devient drôle. Par exemple, vous avez une app qui change la couleur de la musique en fonction du niveau de musique, et du rythme de la musique, et du type de musique, et qui crée automatiquement la bonne ambiance lumineuse dans la pièce. Alors, vous allez me dire, c'est gadget, mais ça va très loin, parce que d'un seul coup, les gens ne sont plus prêts à payer 5 ou 6 euros pour leur ampoule, ils payent plutôt 59 euros l'ampoule, et ça gêne personne, tout simplement parce qu'elle est connectée. Alors connectée, ça veut dire plein de choses. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre à distance, très pratique pour faire croire à des cambrioleurs qu'il y a quelqu'un. Vous pouvez capter de la data sur ce qui se passe dans la pièce grâce à cette ampoule. Vous pouvez, par exemple, changer l'ambiance lumineuse de la pièce pour vous réveiller, et vous réveiller par la lumière. Et ça, ce n'est que quelques petites applications qui ont été mises au point la première année de lancement. Imaginez si chaque objet de la maison devient programmable, connectable à Internet, et que n'importe qui peut être relativement créatif pour créer une app. Ça, c'était les App Store. Est-ce qu'on aurait imaginé qu'il y aurait des dizaines de millions d'apps sur les App Store quand l'App Store a été lancé? Vous imaginez si Apple avait dû mettre au point toutes ces apps? Ça aurait été impossible. Pourquoi toutes ces apps sont nées? Tout simplement parce que Apple a mis à disposition des gens un outil qui permet à n'importe qui de pouvoir créer une app sur l'App Store, après validation d'Apple. Et ben c'est exactement la même chose pour la maison. L'Internet of Things est en train de rendre les maisons programmables. Et en rendant les maisons programmables, on les rend disponibles à la créativité des programmeurs. Et en leur rendant disponibles à la créativité des programmeurs, même on ne peut pas vous dire ce qui arrivera et on ne peut pas vous dire quels seront les usages et les applications de demain qui cartonneront réellement. La maison connectée, elle a un pendant social. Aux États-Unis, vous avez une plateforme qui s'appelle Nextdoor. Et Nextdoor, c'est quoi? C'est le Facebook de vos voisins. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je vis dans un immeuble où je ne connais personne, ce qui est relativement courant, je crois, à Paris. Et en fait, je crois que Nextdoor s'est dit le rêve de ma vie, c'est que tout le monde devienne libanais. Alors, moi, je suis libanais, je connais tous mes voisins au Liban, alors que j'y vais une fois tous les 3 ans. Mais par contre, en France, je ne connais pas mes voisins. Et ils se sont dit, en fait, c'est parce qu'il manque une plateforme pour transformer les gens en libanais. Alors, c'est un pitch un peu bizarre, parce qu'on pourrait se dire, les gens ne connaissent pas leurs voisins, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de ne pas les connaître, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de les connaître. Et en fait, c'est ce que d'ailleurs, moi, j'aurais répondu si Nextdoor était venu me voir. Mais il faut reconnaître que les chiffres sont impressionnants. Nextdoor vient de lever 120 millions de dollars. Et même aux États-Unis, vous ne levez pas 120 millions de dollars sans avoir des chiffres pour appuyer votre pitch et votre levée de fonds. Et en fait, ça montre quelque chose d'incroyable. Ça montre que finalement, les gens ont envie de reconnecter à une échelle qu'ils entendent, qui est leur immeuble, et de recréer une vie sociale dans une échelle qui semble être sécurisée, qui est le quartier en fait. Et ça, en fait, vous additionnez ça avec les objets que je vous ai montrés avant, et vous pouvez voir jusqu'où Nextdoor peut aller. Alors, par exemple, Walmart a un projet d'application pour les maisons avec les serrures connectées. Alors, je vous explique ce qu'est une serrure connectée. Une serrure connectée, c'est une serrure qui permet de définir qui a le droit de l'ouvrir ou pas. Maintenant, imaginez une serrure connectée fusionnée avec Nextdoor et fusionnée avec Walmart. Vous avez votre voisin qui va faire des courses, qui peut prendre un certain nombre d'éléments pour vous que vous avez mis dans votre liste. En rentrant dans l'immeuble et déposer dans votre frigo,
Parce que vous lui avez ouvert l'accès avec Nextdoor à votre appartement pour venir déposer les courses. Science-fiction, lancé le mois dernier à San Francisco par Walmart. Et une société qui s'appelle, alors j'ai raté mon effet, c'était le slide d'après, avec une société qui s'appelle Lokitron. Lokitron, c'est les serrures connectées numériques. Et c'est un objet. Et vous voyez, comme tout ça, en fait, n'est toujours qu'une question d'imagination et de connexion autour d'apps. Walmart, en soi, ne peut pas rentrer dans les maisons. Mais l'API Lokitron permet à Walmart d'aider les gens à rentrer chez eux. Comment créer le lien de confiance? Tout simplement avec un partenariat Nextdoor. Et vous voyez comme l'ensemble de ces briques et l'ensemble de ces éléments alignent la chaîne de valeur dans l'intérêt de l'un des acteurs et l'intérêt de l'ensemble des membres de la communauté. Vous avez un acteur de confiance, Nextdoor, vous avez un acteur technologique, Lokitron, et vous avez un acteur de référence, Walmart. Et d'ailleurs, Walmart, pas fou. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, écoutez, si vous voulez ramener les courses de vos voisins, on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va vous offrir la serrure. Elle coûte 60 $, mais on vous l'offre. C'est réglé. Et deuxième chose, pour chaque chariot de course que vous ramenez à un de vos voisins, on va vous déduire les frais de livraison de votre propre chariot de course. Vous voyez le cercle? Donc le fameux problème de logistique du dernier kilomètre, d'un seul coup devient non plus un problème, mais une solution par l'ensemble des voisins. Et tout ça est possible pourquoi? Parce que le voisin peut rentrer chez vous. Pourquoi le voisin peut rentrer chez vous? Parce que votre maison est connectée. Et comment votre maison est connectée? Parce qu'il y a des providers d'hardware. Et voilà, vous avez une première boucle. Maintenant, ça peut aller très loin. Votre Lokitron, c'est génial. Vous pouvez ouvrir l'accès à votre femme de ménage à une certaine heure. D'ailleurs, est-ce que vous avez vraiment besoin de connaître votre femme de ménage? Pourquoi avoir une femme de ménage attitrée et pas simplement des femmes de ménage disponibles en fonction de votre besoin? Encore une fois, quel est le problème numéro 1? Vous voulez organiser des visites, Lokitron règle le problème. Pourquoi avoir besoin d'être présent lors des visites? Vous pouvez mettre deux choses dans votre maison. Vous pouvez mettre une caméra pour vérifier que, ou du moins avoir la garantie que si quelque chose de mal se passe, ce soit enregistré. Et deuxième chose, vous pouvez ouvrir à distance l'accès aux visiteurs qui se sont inscrits pour les visites. En plus, vous les avez qualifiés parce que vous connaissez leur niveau de revenu. Donc vous savez qu'ils sont réellement intéressés par votre appartement. Donc vous voyez où tout ça nous mène. C'est que tout ça sont des innovations disparates, mais qui en fait révolutionnent complètement la façon et le rapport qu'on a à ses biens immobiliers et à sa vie immobilière. Alors, ça j'en ai déjà parlé. Vous inquiétez pas les gars, je vous squeeze pas. J'en ai parlé au début. Prenons un exemple de quelque chose qui va très loin, Breever, qui est la gestion d'espace automatisé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme Lokitron. Vous allez mettre une serrure numérique sur votre porte, mais vous n'allez pas forcément la mettre sur votre porte d'entrée, vous pouvez la mettre sur une porte de salle de réunion. Et en fait, ça crée une cartographie des salles de réunion disponibles à la demande, immédiatement, et que vous allez ouvrir avec votre smartphone et réserver pendant un temps donné. Vous imaginez, par exemple, dans un espace où vous avez beaucoup de ressources disponibles et vous voulez facturer les gens à l'heure, bah d'un seul coup, vous avez un outil incroyable pour fluidifier cette relation. Vous voyez à quel point ça va loin. D'ailleurs, il y a même des gens qui envisagent d'acheter des immeubles juste pour mettre des salles de réunion dedans et les mettre entièrement automatisées et autogérées. Alors, ça va loin. Il y a des gens qui, grâce à la technologie Brive, sont en train d'ouvrir les premiers hôtels autogérés. Alors, je vous explique le principe. Vous rentrez dans une chambre d'hôtel, donc la serrure est automatique, vous payez en ouvrant la serrure. Et en fait, le niveau de facturation de la chambre sera fonction de l'état dans lequel vous rendez votre chambre. Plus votre chambre est sale, plus vous payez cher. Plus elle est propre, moins vous payez. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes de gestion locative? Et c'est quoi le business model derrière ça? Est-ce que c'est de vous facturer la chambre? Non. C'est de facturer suffisamment pour pouvoir rembourser le crédit qui a acheté le lieu. Parce que comme il n'y a plus que du CAPEX et plus d'OPEX, vu qu'il n'y a plus d'employés dans l'hôtel, où c'est ramené à des frais entièrement variables et plus aucun fixe, c'est-à-dire que si quelqu'un laisse la chambre dans un état dégueulasse, bah vous utilisez Made Up, par exemple,
pour avoir une femme de ménage à l'heure qui vient et c'est refacturé au client. Parce que de toute façon, vous avez enregistré sa carte bleue. Donc, vous voyez où tout ça nous mène. Tout ça nous mène, en fait, à carrément des nouveaux business models qui sont des nouvelles façons d'acquérir des propriétés immobilières à travers un pays ou à travers une fonction. Alors, prenons un exemple très personnel, The Family. The Family lance une nouvelle offre locative qui s'appelle Office as a Services, qui est l'idée de dire les coworking space, c'est quand même tellement année 2000. Ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est pouvoir avoir un bureau privatif, donc fermé, mais à la demande et que vous pouvez et que vous louez au nombre à la surface avec une surface variable de mois en mois. Alors comment vous faites ça? Vous faites ça grâce à deux innovations technologiques. La première, c'est les cloisons rétractables et amovibles. Alors c'est des espèces de cartons que vous pouvez étirer sur 80 mètres et qui ont la texture d'une véritable cloison. Et donc vous pouvez changer la configuration de votre espace pratiquement tous les jours, tout simplement en tirant et en changeant la cloison. Et l'autre point, c'est que vous faites sortir, grâce à un nouveau business model, les entrepreneurs des problématiques typiques qu'ils ont face à la location de bureaux. Alors c'est quoi la problématique typique qu'un entrepreneur a? La première chose, c'est de payer beaucoup de caution, d'avoir beaucoup d'emmerdes et d'avoir l'impression d'être screené comme jamais sous prétexte que vous voulez louer un bureau. Et d'ailleurs, c'est très dur de louer un bureau avant d'avoir 3 bilans. Nous, on n'a pas besoin d'avoir 3 bilans, on connaît les gens, on connaît nos entrepreneurs. On a 200 entrepreneurs par an. Et donc, vous voyez comme notre volonté, en fait, est de permettre à ces entrepreneurs d'avoir un bureau qui réponde à leurs caractéristiques numéro 1, qui est leur croissance et leur vitesse de croissance. Nous, on a des startups qui embauchent 1 à 2 personnes par mois. Vous voyez très bien ce que ça pose comme problème d'immobilier. Et bien ça, c'est un problème que nous, on peut traiter en devenant nous-mêmes opérateurs et propriétaires de locaux. Et comme tout acteur du numérique qui se respecte, on intègre verticalement la chaîne de valeur et on intègre le financement. Alors aujourd'hui, l'ensemble de ces API, l'ensemble de ces objets, l'ensemble de tout ce qui compose les briques d'innovation dans l'immobilier et la maison sont extrêmement disparates et extrêmement fragmentés. On commence à avoir des sociétés qui commencent à essayer de créer des méta-API. Alors une API, c'est quoi? C'est une méthode de programmation qui vous permet de parler avec un logiciel dans un certain nombre de règles définies par ce logiciel pour pouvoir interagir avec ce logiciel sans être un humain. Ce qui permet à des machines d'interagir avec des machines. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de tendre avec des outils comme Zapier vers des interconnexions de ces API et une sorte de méta-API centralisée. Et tout ça, en fait, est une opportunité incroyable pour une fois. Et c'est une opportunité incroyable pour le Made in France, pour une raison très simple. C'est que l'immobilier, c'est un marché géant et hyper localisé. C'est-à-dire que toutes les innovations qui ont été abordées avant et qui sont présentes aux États-Unis ne sont pas importables en France sans un effort titanesque de la part des acteurs. C'est typiquement pas des technologies qui sont parfaitement réplicables et qui donc donnent une opportunité aux acteurs locaux. Je m'explique. Si vous êtes Google, lancer Google en France, ça coûte marginalement rien du tout une fois que vous avez déjà fait Google aux US. Tandis que lancer Lockitron en France, ça coûte aussi cher marginalement que de le lancer aux US. Pourquoi? Parce que vous devez repartir de zéro, les serrures ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis, les standards ne sont pas les mêmes, les réglementations ne sont pas les mêmes, et donc vous avez une barrière à l'entrée incroyable et vous avez une opportunité de localisation énorme. Et ça, c'est vrai pour tout, pour l'ensemble de la chaîne. Les financements en France ne répondent pas au même type de réglementation. La culture des types de biens et ce qu'on a envie d'acheter à quel moment de notre vie n'est pas la même qu'aux États-Unis. On n'a pas envie, la plupart des Français n'ont pas envie d'aller à perpète sous prétexte d'économiser sur l'achat de leur maison. On n'a pas cette culture de la voiture, etc. etc. Et on pense vraiment à The Family que c'est une opportunité incroyable. D'ailleurs, on le voit, c'est l'un des rares on a fait plein de barbar attacks sur plein de sujets, mais c'est l'un des rares sujets où on a déjà énormément de startups dans notre portefeuille, puisqu'aujourd'hui, on a une dizaine de startups dans l'immobilier
sur 140 startups, ce qui est beaucoup. Il n'y a aucun autre domaine où on a une telle concentration dans un même domaine, puisque d'habitude on essaie d'être un peu diversifié. Mais la communauté des entrepreneurs dans l'immobilier est très active et très impressionnante. Merci beaucoup.